Direction les gorges du Tarn à présent. On va prendre un peu de hauteur pour voir comment l'homme tente de dompter ce grand canyon depuis la préhistoire. Un tête-à-tête avec le ciel. Un pas de deux avec les oiseaux. Depuis des siècles, les gorges du Tarn poussent les hommes à se dépasser pour dompter ces paysages. Impressionnant en taille séparant deux mondes, les Cosméjean et celui de Sauveterre, plateau situé entre Lozère et Aveyron, ces 53 km composent un panorama à couper le souffle. Le Tarn a fait une entaille, une faille de presque 500 mètres dans les gorges. Et encore à l'heure actuelle, il y a très peu d'accès direct pour passer d'un causse à un autre. Les gorges en elles-mêmes se méritent. Ça a été toujours une barrière naturelle. Et ça l'est encore. Si on ne connaît pas les chemins, il y a des endroits où c'est inaccessible. Envers et contre tout, les hommes pourtant s'y sont mesurés, aimantés par le trésor que les gorges recèlent en leur sein, les eaux du Tarn. Une rivière qui n'a pas sculpté que ses à-pics vertigineux, mais aussi le destin de toute une région, au point d'en être le trait d'union. Outre son relief escarpé, le Tarn présente une caractéristique qui a longtemps entravé l'installation des hommes, la tempétuosité de ses flots. Un danger redouté de tous ces bateliers, notamment à la mauvaise saison. Souvent, la rivière, elle nous rappelle à l'ordre. Quand on ne se méfie pas assez, on peut avoir une montée d'eau qui nous surprenne. Pour le volume d'eau, en ce moment, on a entre 10 et 15 mètres cubes seconde. Quand il y a des grosses crues, ça peut passer plus de 1000, voire 3000 mètres cubes seconde. C'est assez impressionnant de voir le bond qu'il peut faire en quelques heures. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être très vigilant et s'en méfier. On a une crue de 16 mètres. C'est pour le moment la plus grosse crue d'enregistrer. Et c'est vrai que le Tarn a détruit une dizaine de ponts dans toutes les gorges. Cette eau puissante, quelquefois destructrice, a pourtant permis la jeunesse de ce paysage. Car la rivière qui passe dans les gorges est la survivance d'un océan originel dont on peut se figurer l'existence au bien nommé panorama du Point Sublime. Il y a 170 millions d'années, la région des Grands Causses, et plus spécifiquement la Lozère, correspondait à un environnement d'interface terre-mer. On était dans des lagunes plutôt tropicales. Des sédiments ont commencé à se déposer au fond de cet océan jusqu'à former une épaisseur de 1000 mètres. 1000 mètres de sédiments qui plus tard seront transformés en roches. Et l'eau, elle, va jouer un rôle capital dans l'altération chimique des calcaires qu'on observe ici, puisqu'elle va agir comme un acide faible et progressivement altérer ces calcaires sur le temps long. Ça va prendre plusieurs dizaines de millions d'années. Fille de l'eau et du temps long, la vallée naît progressivement du flux et reflux de cette mer. La porosité du calcaire et le mouvement des plaques tectoniques qui ne cessent de faire monter les falaises font le reste. D'une certaine manière, c'est un peu notre grand canyon. Il y a d'autres endroits où il y a des gorges entourées de plateaux calcaires comme ici, mais celle-ci reste majestueuse. C'est un peu comme un livre. On va avoir des couches qu'on appelle des strates et chaque strate va raconter une histoire. Chaque strate va correspondre à un écosystème disparu. Et on trouve justement des empreintes de dinosaures qui sont ici fossilisées dans les roches qu'on peut rencontrer dans les gorges du Tarn ou sur les plateaux autour. C'est une véritable mine d'or pour les paléontologues. Ici, sur ce gisement, donc on appelle des terres bleues qui sont composées essentiellement de marne, c'est-à-dire d'argile et de calcaire, on a une multitude de fossiles. Voilà une ammonite. Donc une ammonite qui a 175 millions d'années. Tous les petits fossiles
qu'on trouve ici sont des fossiles exclusivement marins. On va avoir des petites huîtres et tout un tas d'autres petits éléments qui témoignent de cet écosystème disparu. Ce sont d'autres organismes aquatiques qui font venir ici les premiers hommes il y a environ 50 000 ans. Un peuplement tardif par rapport au reste du pays, où la présence humaine est attestée depuis plus d'1 million d'années. À l'époque, c'était essentiellement le poisson qui attirait nos ancêtres, les premiers hommes. On a trouvé même des hameçons en os, on a trouvé des pointes de flèches. Les premiers hommes ont été attirés, comme on l'est aujourd'hui, par la rivière, pour la pêche, pour la chasse, parce que les gibiers venaient s'abreuver au bord du Tarn. Une occupation longtemps restée en pointillé. Profondément encaissée, la vallée n'a été des siècles durant qu'un lieu de passage pour les habitants des plateaux de Lozère au nord et ceux d'Aveyron au sud. Le Tarn se franchissant alors en quelques points précis, situés au débouché d'abrupts sentiers de montagne. Des barques rudimentaires à fond plat permettent alors la traversée et ressemblent à celles toujours utilisées aujourd'hui. Ils s'en servaient pour tout. C'était un petit peu comme la voiture aujourd'hui. Ils s'en servaient autant pour tout ce qui était charge, pour tous les produits agricoles qui étaient produits dans la vallée, que ce soit les pommes de terre, le raisin, le vin. La barque permettait de croiser d'une rive à l'autre. Il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient entre la vallée et les plateaux. Alors que la plupart du pays est très tôt densément peuplé, il faut attendre l'an 1000 pour voir de véritables villages comme celui de Saint-Énimie apparaître dans les gorges. Grâce à des hommes avisés en quête de nouvelles terres et ne rechignant pas à une vie d'ascèse. La totalité des villages dans les gorges du Tarn et également sur les plateaux, sur l'Écosse, sont d'origine monastique. Tous ces villages existaient sans doute à la période antique, puis s'étaient dépeuplés et ils ont été recolonisés, donc à partir du XIe siècle, par les moines bénédictins. Les moines ont choisi des lieux non pas au hasard, ils se sont installés toujours à des endroits où la vallée peut se franchir sans trop de problèmes. Ils se sont souvent installés sur des lieux déjà habités mais qui avaient parfois été abandonnés. Et donc ces moines sont venus vraisemblablement entre les années 1030 et 1150 à peu près, se sont installés sur ces lieux pour contrôler les voies de commerce. Les moines seuls ne suffisent pas à assurer la pérennité de leur monastère. Ils doivent aussi faire venir dans les gorges d'autres bras. Paysans, bergers, artisans, pour les attirer, rien de tel qu'une légende vantant les qualités des eaux de la vallée. À l'image de celle de Saint-Énimie, princesse mérovingienne, sœur du roi Dagobert Ier. Atteinte de la lèpre, la jeune femme se serait vue indiquer par un ange bien avisé une source miraculeuse en Gévaudan, nom de l'actuelle Lozère. Elle expérimente plusieurs sources, mais nulle part elle retrouve la santé. Et pour finir, elle était un peu découragée, elle était prête à repartir. Et voilà qu'un vieux berger au bord du causse de Sauveterre lui dit « Mais en bas dans la vallée, vous avez une source qui coule au bord du Tarn. Allez voir ». Et donc Énimie descend, elle se plonge dans les eaux de la source de Burle et immédiatement le mal disparaît. Alors cette légende illustre une croyance immémoriale sur l'eau qui est à la fois l'eau salvatrice, l'eau qui purifie, l'eau qui enlève tous les maux. Et encore aujourd'hui, des personnes viennent chercher de l'eau à la source de Burle pour soigner les maladies de peau. On dit que l'eau de Burle est curative pour notamment les eczémas ou les psoriasis. Couronnée d'une abbaye et d'un ermitage dédié à la sainte, c'est cette source qui, jusqu'à l'apparition de la médecine moderne, a fait venir à elle de nombreux visiteurs. L'espoir d'une guérison justifiant les déplacements compliqués jusque dans cette vallée. Les eaux du Tarn elles-mêmes, on n'a pas prouvé leur vertu médicinale ou curative. Cependant, dans la vallée, un peu en amont, il y a la source de Quézac, qui pendant un certain temps a été exploitée à titre médicinal. On vendait l'eau de Quézac en pharmacie pour les problèmes
notamment gastriques. Ainsi, naît à l'aube du XXe siècle le tourisme dans la région, notamment grâce à l'essor de 2 lignes de chemin de fer, d'abord à Millau, puis bientôt à Florac. Les visiteurs sont contraints de relier ces 2 villes au fil de l'eau, aucune route ne longeant alors la rivière. Au début, c'était la noblesse qui pouvait se permettre de venir en vacances chez nous. Et ils avaient tout dans la barque, les vélos, les bagages. Et ils séjournaient d'un hôtel jusqu'à un autre, qui faisait d'un village à un autre en descendant de Florac jusqu'à Millau. Le tourisme a changé complètement la vie des gorges et a permis de faire vivre un peu plus de monde, parce que sinon la plupart des personnes cherchaient à faire partir les enfants pour travailler en ville, parce que chez nous, il n'y avait pas d'avenir. Ils sont passés tout simplement de pauvres agriculteurs, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, hormis la vigne ou quelques animaux qu'ils avaient, à une activité touristique qui apportait aussi des devises. Percée dès 1906, la route longeant la rivière va ainsi permettre de désenclaver les gorges et démocratiser le tourisme dans la région, attirant sans cesse plus d'urbains en quête de nature et de grands espaces. Non sans poser quelques problèmes. Peuplés d'1 millier d'habitants, les 53 km des gorges doivent absorber plus d'1 million de visiteurs, essentiellement concentrés sur les 3 mois de l'été. Alors, avant peut-être de réguler, on explore pour l'heure d'autres espaces, quitte pour cela à prendre de la hauteur. Comme au Rosier, où les amateurs de sensations fortes peuvent s'initier à la highline, une activité consistant à déambuler sur une sangle tirée au-dessus du vide, dans un vertigineux exercice de funambulisme. On peut aller dans des endroits où jamais personne n'a été. On le pose entre 2 points, et à part les oiseaux, normalement, et les parapentistes peut-être. J'y étais à 19h30 au coucher du soleil. Le paysage était magnifique. Le décor, la verticalité, la rivière, et les falaises sont impressionnantes. Pour nous, c'est magique. Non, c'est sûr que c'est un paysage parfait pour tout ce qu'on fait, quoi. Un exercice d'humilité, la gravité finissant toujours par l'emporter, mais aussi d'introspection sur la place fragile de l'homme dans cet environnement. On n'apprivoise ni les gorges, ni la rivière, ni la montagne, ça ne nous appartient pas. Et on essaye de faire au mieux pour en profiter, mais elles ne sont pas à nous, on ne contrôle rien. Et ça a été là avant nous, ça sera là après nous. Des gorges aujourd'hui classées et protégées en tant que grand site national pour que la présence ténue des hommes n'altère en rien leur nature légendaire.